Bonsoir et bienvenue. Vous l'avez suivi en direct sur LCP, émission spéciale ce soir sur le discours de politique générale de François Bayrou. Retraite, budget, immigration. On va revenir sur la feuille de route du nouveau Premier ministre, la méthode, les annonces, les réactions, le style Bayrou aussi. Avec une grande question ce soir, la main tendue aux socialistes suffira-t-elle à éviter la censure dès jeudi prochain dans l'hémicycle? Ça vous regarde. Bayrou face aux députés. C'est tout de suite. Quand tout va mal, on est contraint au courage. C'est par ces mots que François Bayrou a tenté de convaincre les députés cet après-midi. Alors pour sortir de l'instabilité et surtout garantir à la France un budget, le Premier ministre a lâché un peu de lest sur la réforme des retraites. On va y revenir dans le détail. La grande question ce soir, c'est de savoir si c'est suffisant pour éviter la censure des socialistes. Pour y répondre, 4 députés ce soir et un grand témoin. Philippe Vigier, bonsoir. Bonsoir. Député MoDem d'Eure-et-Loir. Laurent Baumel, bonsoir. Député socialiste d'Indre-et-Loire. Mickaël Taverne, bonsoir. Député Rassemblement National du Nord. Et Marie-Christine Dalloz, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, députée droite républicaine du Jura. Merci d'être là. Stéphanie Despierres aussi et Marco Pommier. Merci à vous deux d'avoir été vaillants toute la journée depuis 15 heures, depuis la salle des 4 colonnes pour le décryptage des réactions, de l'analyse en direct ce soir. Et puis un grand économiste nous accompagne sur LCP ce soir. Bonsoir Philippe Aguillon. Bonsoir. Et merci beaucoup d'être parmi nous. Vous êtes professeur d'économie au Collège de France, à Londres également, à la London School of Economics. Je signale votre dernier ouvrage, IA, notre ambition pour la France. C'est la publication chez De Noël du rapport de la Commission sur l'intelligence artificielle que vous avez présidé avec Anne Bouvreau. Alors que faut-il retenir de ce long discours d'1h30 de François Bayrou? C'est dans le récap de Thibaut Enoch qu'on accueille tout de suite. Bonsoir mon cher Thibaut. Bonsoir Myriam, bonsoir à tous. François Bayrou a donc tenté de convaincre les Français, mais aussi les partis politiques dans ses discours. Oui, 1h25 de discours pour tracer les contours de ce que François Bayrou a appelé une politique de ressaisissement de notre pays, au cours duquel le Premier ministre a semblé vouloir donner des gages à tous les partis pour se mettre à l'abri d'une censure. Des gages en particulier au Parti socialiste, objet depuis plusieurs jours de toutes les attentions et toutes les négociations. Alors, première annonce, c'était la plus attendue, la réforme des retraites est remise en chantier. Les partenaires sociaux auront 3 mois pour la renégocier. Nous pouvons, j'en ai la conviction, rechercher une voie de réforme nouvelle, sans aucun totem et sans aucun tabou, pas même l'âge de la retraite, à condition qu'elle réponde à l'exigence fixée. Voilà pour les retraites, à quoi François Bayrou ajoute, toujours à destination de la gauche, une deuxième annonce, fruit des négociations conduites ces derniers jours. Le gouvernement proposera une hausse notable de l'Ondam, ce qui permettra d'améliorer les conditions de travail des soignants et de protéger les plus fragiles. À cette fin, la mesure de déremboursement de certains médicaments et de consultations ne sera pas reprise. La grande question, c'est est-ce que le compte y est pour les socialistes? Alors pas vraiment, Il est 16h29 lorsque François Bayrou termine son discours. Les socialistes alors se regardent et se pincent. D'abord, ils n'ont rien entendu sur l'une de leurs principales revendications, la fiscalité et notamment la taxation des plus fortunés et des grandes entreprises. Pire, sur les retraites, non seulement il n'est pas question de suspension, mais le Premier ministre a indiqué que la réforme Borne s'appliquerait si les négociations entre les partenaires sociaux échouaient. Le branle-bas de combat au Parti socialiste s'enclenche. Une réunion de groupe est improvisée. Rien n'est plus sûr. À 17h32, le président du groupe PS monte à la tribune. Il interpelle le Premier ministre. Je voudrais vous interroger et j'ai besoin de la clarté de vos réponses. Je veux savoir où on en est de ce projet de contribution sur les hauts patrimoines, une contribution qui serait pérenne. Je veux savoir où nous en sommes de l'annulation, de la suppression des 4000 postes dans l'éducation. Monsieur le Premier ministre, à vous écouter, je dois vous dire que le compte n'y est pas. Où sont vos engagements? Nous avons pris nos responsabilités, à vous de prendre les vôtres.
Étonnant moment parlementaire, alors que le premier secrétaire Olivier Faure disait ce matin un accord de non-censure possible. Voilà que tout semble suspendu à la réponse de François Bayrou qui doit réintervenir après tous les orateurs. 19h10, François Bayrou reprend donc la parole. Il répond point par point à Boris Vallaud sans lever toutes les incertitudes et en renvoyant sur bien des sujets au débat budgétaire. Ce soir, Myriam, l'histoire continue donc de s'écrire. Le Parti socialiste doit de nouveau se réunir. Il semble vouloir se donner un peu de temps alors que le vote de la motion de censure déposée par la France insoumise doit intervenir jeudi. En débutant son discours, François Bayrou a dit vouloir, je cite, répondre à l'injonction que le pays nous assigne, la stabilité. Visiblement, elle n'est pas encore assurée. Merci beaucoup Thibault Hénox, c'était parfaitement clair. Avant de parler de la réforme des retraites, puisque c'est l'évolution principale, le Premier ministre accepte de la renégocier avec les partenaires sociaux. Je voudrais vous demander un petit exercice rapide pour une impression générale. Un mot, Laurent Baumel, pour qualifier ce discours que vous avez écouté attentivement, convaincant, décevant, flou, habile. Un mot. Pénible. Pénible à écouter. Pourquoi ? Parce qu'il y a une forme de lenteur. Alors, moi, je veux bien qu'on ait un Premier ministre qui ne soit pas techno, c'est une bonne chose, qu'il soit politique. Alors, à ce moment-là, s'il est politique, pour être plaisant, il faut que le discours ait une dynamique et une vision. Voilà. Là, on avait vraiment l'impression de quelque chose de très poussif, de très daté, pour tout dire, et franchement, d'un peu pénible à écouter. Philippe Vigier, c'est un réquisitoire pénible, poussif. Pédagogue. Oui, parce qu'en fait, on a trouvé l'enseignant, il a pris le temps. Ça, c'est sa caractéristique. Il va falloir vous habituer. Il a parlé 1h30. On le connaît bien. Et puis là, il a répondu pendant 1 heure. J'ai vu d'ailleurs que des confrères journalistes et éditorialistes avaient souligné qu'il avait pris soin de faire de la pédagogie. Je vais prendre juste l'exemple des retraites. Moi, j'ai assisté à toutes les réformes sur les retraites. Marie-Christine Dalloz en était là à chaque fois. C'est la première fois qu'on met les enjeux sur la table financière tels qu'ils ont été posés pour que les Français comprennent bien de quoi il s'agit. Marie-Christine Dalloz. Incohérence. Incohérence parce que dans la première partie de son discours, le Premier ministre nous parle de la dette. Du risque de la dette, c'est un sujet qu'il a régulièrement évoqué, un sujet de préoccupation pour l'avenir, enfin pour le présent et pour l'avenir. La dette, c'est un vrai sujet. 3 300 milliards. Et parallèlement, toutes les annonces qu'il a faites, augmentation de l'Ondam, c'est entre 8 et 10 milliards, non-suppression des postes d'enseignants, enfin, toutes les mesures qui ont été annoncées augmentent, vous n'avez pas vu les économies, le déficit. Et comme je n'ai pas vu de piste d'économie, de réduction du déficit ou de la dépense, je pense qu'il y a une forme d'incohérence. On ne peut pas parler de la dette et d'augmenter les dépenses sans cesse. On va y revenir. C'est vrai qu'on attendait des précisions, notamment sur les économies, la baisse des dépenses et ce budget qui manque à la France, et qui doit être retrouvé par vous, les parlementaires. Un mot, Michaël Daverne, quel mot vous vient après ce discours ? Insuffisance. On n'attendait pas grand-chose du discours de politique générale du Premier ministre. Là, on a été servi. Pas de mesures concrètes, pas de calendrier, une succession de constats partagés par une très grande majorité de Français. Mais voilà, pour y trouver des solutions, on parle encore de comités, de discussions, de concertations, comme si en fait on ne connaissait pas les problématiques. Et je pense que les Français ont parfaitement conscience de la situation dans laquelle nous sommes. Donc j'y rajouterais même ennuyeux. Oui. Alors là, le procès, la barque est chargée. Bon, il y a de l'opposition évidemment sur ce plateau, mais poussif, incohérent, insuffisant. Vous, l'économiste, comment l'avez-vous trouvé ? Est-ce que vous voyez ce chemin pour parvenir à des compromis ? Écoutez, en tout cas, j'ai trouvé que c'était assez rusé, assez habile, quoi. Voilà. Il doit passer par les chevaux de l'aiguille, Il s'agit d'éviter la censure, une nouvelle censure. En même temps, il doit être crédible sur le fait qu'il ne va pas aggraver considérablement le déficit budgétaire. Alors, en réponse à ce qui a été dit avant, je crois que l'alternative, c'est l'économie politique de la réforme budgétaire. Dans un monde idéal où il n'y a pas de censure et on est tous d'accord, il faut augmenter le taux d'emploi, le taux de croissance. C'est comme ça qu'on va réduire la dette à terme. Mais dans un monde où on sait que quand même il y a une menace d'une nouvelle censure et chaque nouvelle censure, la notation de la France baisse et donc le coût de la dette française augmente énormément.
l'alternative, déjà d'éviter la censure, c'est déjà très important. Donc, il y a des concessions à faire pour éviter la censure. Mais, vous voyez, tout doit être mesuré à cette aune-là. Et là, c'est assez habile de dire je fais un débat et je laisse aux partenaires sociaux. Voilà, alors, on reviendra sur les détails. On y vient tout de suite. On vient sur les retraites, mais d'abord les chefs de file, si vous voulez bien. Jean-Michel Tanguy, Jean-Philippe Tanguy pour le RN, Mathilde Panot, les Insoumis, Laurent Wauquiez pour la droite républicaine. L'ultime mérite de la censure et des semaines pitoyables qui l'ont suivi aura été de confirmer aux Français votre vraie nature. D'un événement historique, vous ne voyez rien. Du peuple souverain, vous n'écoutez rien. D'une rupture démocratique, vous ne dites rien. Vous ne respectez rien, ni le résultat des urnes, ni la souveraineté du peuple. Votre gouvernement recycle les artisans du malheur de la France pour jouer dans la morosité le requiem de la Macronie. La leçon de l'été dernier a pourtant le mérite de la clarté. Macron doit partir après la 3e élection perdue depuis 2022. Avec les parlementaires de la droite républicaine, nous avons fait le choix de la responsabilité. Elle prendra, Monsieur le Premier ministre, la forme d'un soutien exigeant à votre gouvernement. Un soutien, cela signifie que nous ne voterons pas la censure, contrairement à ceux qui n'ont de cesse d'agiter cette menace. Mais exigeant, cela signifie, et vous l'avez compris, que nous jugerons texte par texte si les orientations prises sont conformes à l'intérêt du pays. La grande question ce soir, c'est la question des retraites et la question de savoir si les socialistes voteront ou non la censure. Dès jeudi prochain, la motion est déposée par les Insoumis. Laurent Baumel, la principale annonce de François Bayrou, c'est la renégociation, la remise en chantier de la réforme des retraites, avec une nouvelle méthode qualifiée d'inédite et quelque peu, je cite, radicale par François Bayrou. Une mission flash de quelques semaines confiée à la Cour des comptes et une conférence sociale avec les partenaires sociaux qui ont 3 mois pour trouver un accord où tout est ouvert, rien n'est fermé, y compris de revenir sur les 64 ans. Est-ce que vous y voyez des avancées ce soir ? Il faut qu'on soit en mesure d'évaluer ce que ça représente réellement. Bon, au départ, vous le savez, on est toujours d'ailleurs favorable à une abrogation de la loi Borne. Vous demandiez la suspension. Finalement, c'est la renégociation. Ensuite, on est entré dans un dialogue et dans le cadre de ce dialogue, on a accepté de passer de l'abrogation à la suspension. Suspension, ça voulait dire cette loi est gelée et peut-être remise à plus tard, à la présidentielle de 2027. Et dans l'intervalle, on essaye de se mettre d'accord. Pour l'instant, c'est non, ce soir, après ce discours. Oui, on essaye de se mettre d'accord sur un autre mode, finalement, de financement de nos retraites que le recul de l'âge légal à 64 ans. Bon, donc là, on n'a pas la suspension, on a une proposition de négociation rapide sur 3 mois. Et alors effectivement, du coup, si cette négociation aboutissait à quelque chose, elle se substituerait à une suspension, puisque la suspension, de toute façon, le temps de liquider les pensions, tout ça, elle ne prendrait réellement effet qu'à l'automne. Donc si on avait une négociation courte de 3 mois qui aboutissait, on pourrait dire d'une certaine manière que c'est un équivalent intéressant à la suspension. On accélère la réflexion collective. Le problème, c'est que François Bayrou ne donne pas de garantie sur le fait que si la négociation échoue, alors le débat sur l'âge légal, les 64 ans, etc., peut se poursuivre. Et nous, on demande qu'il se poursuive. On demande que ce débat. Il a expliqué que si la réforme échouait, en tout cas dans sa partie discours, eh bien, la réforme Borne s'applique. Bon, et donc ça, pour nous, c'est une difficulté, très honnêtement. Ce soir, à titre personnel, je vais aller voir Stéphanie Despierres, qui a récolté un peu l'avis de tous les socialistes. Il y a eu beaucoup de réunions stratégiques, aussi bien au parti qu'au sein du groupe. Vous-même, vous avez envie de censurer dès jeudi ? À titre personnel. À titre personnel, je suis comme beaucoup de socialistes, c'est-à-dire que j'entends la demande du pays, de nos électeurs, qui aspirent à une stabilisation des institutions, parce qu'il y a aussi les conséquences économiques du désordre, ce que disait M. Allion est vrai. Et en même temps, je suis un homme de gauche, je suis un socialiste, j'accepte de discuter avec un gouvernement de droite qui n'est pas non plus totalement légitime, au regard des élections législatives de juillet dernier. J'accepte de discuter, mais je veux qu'on puisse s'y retrouver. C'est-à-dire que ça impose, de la part de ce gouvernement, des concessions réelles. Et je voudrais quand même faire une remarque, je ne vais pas être trop long. Une concession, c'est quelque chose qu'on ne veut pas faire.
Concession, Bon. c'est pas quelque chose. Donc on entend, donc pour le on moment, entend que je le ne compte vois n'y pas est pas, grand. mais que vous n'avez pas encore pris une décision pour Oui, jeudi, c'est ça? Parce que les concessions ne sont pas suffisamment réelles. Et donc ça pose une question pour nous. Bon, on va essayer d'y voir plus clair. Il y a Olivier Faure qui vient de s'exprimer. Mais d'abord, on est avec Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition écologique, au micro de Clément Perrault. Madame la ministre, bonsoir. Comment avez-vous trouvé ce discours de politique générale de François Bayrou ce soir ? Le Premier ministre a clairement tendu la main et ouvert la porte. C'est-à-dire que sur tous les sujets, il a posé le cadre de ce que pourraient être des compromis. Je pense évidemment aux enjeux institutionnels, aux enjeux régaliens, à l'éducation nationale. Il a également évoqué les enjeux de santé, il a évoqué les enjeux de travail avec les collectivités locales. Il a fait un bouger majeur sur les retraites et sa méthode, c'est celle de la confiance évidemment dans les parlementaires, la confiance aussi en direction des partenaires sociaux, c'est le cas pour les retraites où il est prêt à tout remettre, à faire tous les bougers possibles dès lors qu'on reste dans une logique où les Français verront leur retraite financée, ce qui est évidemment essentiel. Moi, je ne peux pas accepter aujourd'hui qu'un jeune démarre dans la vie avec la perspective de ne pas avoir de retraite d'ici 40 et quelques années. C'est inacceptable. Et puis, je dirais, un grand républicain à l'écoute. Et on l'a vu dans la séquence de questions-réponses où il a tenu à prendre le temps de répondre individuellement à chaque interrogation, tout en montrant que tout n'était pas décidé, tout n'était pas cadré, parce que précisément, il faut laisser l'espace de ces discussions avec les différents groupes politiques. Merci à vous. Merci à vous, Clément Perrault. Alors, qu'est-ce que vous répondez, Philippe Vigier, à Laurent Baumel, qui vous dit très clairement, en l'état, le compte n'y est pas. Même si on attend de savoir quelle sera la position officielle des 66 députés pour ce jeudi, ça n'est pas suffisant. On est passé de la suspension à la renégociation. Et si cet accord syndical, partenaires sociaux avec le patronat échoue, finalement, on n'aura rien. Donc ça ne leur convient pas. Qu'est-ce que vous répondez ? Je réponds à Laurent Baumel la chose suivante, très simple. Je suis désolé, le Premier ministre vient de dire cet après-midi à l'Assemblée nationale, je réouvre le débat. Qu'auparavant, jamais cette piste-là n'avait été évoquée. Jamais. Donc, en fait, et en plus, on donne la parole à qui ? Aux partenaires sociaux. Par définition, vous êtes favorable au paritarisme. Que je sache. Moi, je fais confiance aux partenaires sociaux pour qu'ils puissent, dans les 3 à 4 mois qui viennent, on aura un éclairage financier, parce que la situation des retraites en janvier 2025 n'est pas celle qu'on a connue au moment où on a voté la réforme. Il faut qu'on se dise les choses clairement. Les Français doivent savoir tout ça. Le retour à 62 ans, c'est 15 milliards. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on va s'appuyer sur un petit rapport de la Cour des comptes, ça ira vite avec une mission flash, on aura les chiffres. Après, il y a des choses qui peuvent bouger dans les paramètres. Lesquels ? Quels paramètres ? La durée de cotisation ? La pénibilité, c'est les partenaires sociaux, c'est leur boulot. Oui. Je m'explique. Ça, si quelqu'un devait... c'est pas une réforme structurelle. Et si vous voulez que je fasse de la pédagogie, il ne faut pas que vous m'interrompiez, je vais vous expliquer. Si quelqu'un devait partir à 64 ans et qu'avec des critères de pénibilité, il peut partir plus tôt, mais voilà une avancée. Vous savez que pour les carrières longues, Marie-Christine s'en souvient très bien, on a réussi à améliorer les choses pour les 16 ans, 18 ans et 20 ans. En revanche, pour les 17 et 19, on n'est pas allé au bout du chemin. Pour les carrières des femmes, je me souviens, c'est un amendement que j'ai déposé et qu'on a fait avancer, c'est la prise en compte des trimestres de maternité. Ça n'était pas le cas auparavant. Donc, ce que je veux dire, et puis, quelle est l'équation financière ? Comment on fait pour boucler ? Parce que ce qu'a dit François Bayrou, et qui est très fort, c'est qu'on ne peut pas, et s'il y avait une nouvelle censure, on va encore retarder, et ça sera combien de milliards qu'on aura perdu encore ? Dégradation de la note de la France, moins de croissance. Donc il y a du grain à moudre, ça devrait satisfaire les socialistes, même si ce n'est pas paramétrique. Je voudrais juste dire une petite chose, bien sûr, et qu'après... si jamais on peut trouver encore des aménagements sur le nombre d'années de cotisation, parce que je ne veux pas faire de polémique avec personne. La durée de cotisation. Quand, par exemple, au RN, on nous dit vous cotisez 40 ans, vous aurez une retraite, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le montant de la retraite. On ne parle jamais du montant des retraites. On peut dire à tout le monde, personne ne veut baisser les pensions. On peut dire à tout le monde, vous partez à 62 ans, mais avec quel montant ? Vous savez, les Français, ils vous interpellent comme moi. Ils disent, mais combien je partirai ? Donc là-dessus, il a fait un effort. Et deuxièmement, je vais souligner une incohérence de tout à l'heure. Sur la fiscalité, il a parlé d'optimisation fiscale.
La taxe sur les transactions financières. Alors, attendez, on garde les sujets. Oui, on va mais venir au budget après. Je vais prendre juste un exemple. Même si c'est lié. La fameuse taxe sur ce qu'on appelle les coupons, c'est la taxe sur les cum-cum que connaissent bien les gens de la place de Paris, qui a été déposée au Sénat. C'est plus de 3,3 milliards d'euros de recettes. Donc là, il y a des sujets sur lesquels fortunes. on peut aller sans augmenter les impôts. Je dis bien sans augmenter les impôts des classes moyennes, parce que là, il est hors de question. On va parler du budget dans un instant. Mickaël Taverne, vous, au RN, vous êtes hostile à cette réforme des retraites depuis le début. Cette idée d'un conclave qui mettrait ensemble les partenaires sociaux avec des personnes dédiées sur le dossier des retraites dès vendredi prochain et pendant 3 mois pour revenir, y compris sur les 64 ans s'ils y parviennent. Est-ce que vous applaudissez ce soir? Vous savez, moi je suis un jeune parlementaire. Il y a un moment, il faut être objectif. J'ai été élu la première fois en 2022, réélu au premier tour au mois de juin. Moi, j'ai écouté les débats pendant la réforme des retraites de la Première ministre, Madame Borne. Elle nous a tous les jours dit qu'il faut du dialogue, notamment avec les partenaires sociaux. Je rappelle qu'elle a fait passer cette réforme en 49.3. Donc, en termes de dialogue, je pense qu'il y a mieux. Vous savez, les Français ne sont pas bêtes. Ils savent très bien, ils connaissent la réforme des retraites. Nous, 2 choses. La première, c'est que le Premier ministre dit quelque chose d'intéressant, c'est, bon, on va solliciter la Cour des comptes pour savoir exactement où on en est. Ça tombe très bien, c'est que Jordan Bardella avait demandé un audit des finances publiques pour savoir où on en était exactement. Oui, rappelez-vous, Monsieur Vigier, ce qu'on avait dit. On connaît l'état des comptes publics des caisses de retraite. On connaît la situation des finances publiques. Et au final, donc, on nous a rayonné et on voit que le Rassemblement national, une nouvelle fois, avait raison avant les autres. Donc c'est bien ce soir, ce pas et cette main tendue à tous ceux qui sont hostiles à cette réforme. Mais bien sûr, mais vous savez, on n'attend pas grand-chose. Comme cela a été le cas ces derniers mois. Nous, en fait, le choix, c'est un choix de société. C'est-à-dire que notre ligne, c'est à partir du moment où on a commencé à travailler tôt, avant 20 ans, on part avec 40 annuités et ensuite il y a une progressivité. Je rappelle que le Rassemblement national avait proposé un contre-budget par Jean-Philippe Tanguy et justement c'était financé grâce notamment à des économies sur le train de vie de l'État. Une chose est sûre, c'est que ce matin, on avait tous compris que François Bayrou était plutôt favorable à la suspension, puisqu'Olivier Faure, chez nos confrères de BFM TV, avait dit qu'on était à quelques encablures d'un accord, et puis finalement les choses ont changé. Et si ça a changé, Marie-Christine Dalloz, c'est en tout cas Laurent Wauquiez, le chef de file du parti que vous représentez, qui s'en est réjoui comme étant celui qui a fait changer la donne. Il l'a dit, si aujourd'hui on ne parle plus d'un gel de la réforme, c'est grâce à la droite. Est-ce que c'est pas un peu gonflé quand on sait qu'une partie de votre famille politique, les Républicains, n'ont pas soutenu cette réforme, ce qui a fait qu'il y a eu un 49-3? Il y a eu trois personnes chez nous qui ont voté la motion. 3 sur 62 à l'époque. Beaucoup voulaient s'abstenir. On ne peut pas dire ça. Beaucoup voulaient s'abstenir. Mais la réalité, moi j'ai trouvé, quand on écoute le discours du Premier ministre, aujourd'hui, le service des pensions en France, le montant des pensions versées, c'est de 380 milliards d'euros par an. 380. Si on additionne l'ensemble des cotisations, retraite, patronales, salariales et toutes les sommes d'impôts qui sont perçues et qui sont reversées au compte d'affectation spéciale retraite, on est au maximum à 325 milliards. Ça veut dire qu'il y a un delta chaque année, un déficit de 55 milliards d'euros qu'il faut emprunter sur les marchés financiers. Donc ce serait irresponsable pour vous de revenir sur les 64 ans? Est-ce que c'est moral? C'est une question de moralité. Est-ce que c'est moral de laisser à nos enfants chaque année une dette de 55 milliards? Moi, quand j'entends le Rassemblement national qui nous dit, nous, à 60 ans, parce que c'était ça, vous aviez changé entre le discours de 2022 et le discours de 2024, vous étiez à 60, vous êtes revenu à 62. Mais enfin, je vais terminer, s'il vous plaît. Attendez, là, on ne va pas refaire un vieux débat sur les retraites. La réalité aujourd'hui, c'est on part avec combien? Si on part avec une retraite médiocre et qu'on règle le problème des 55 milliards de déficit, ou si on trouve les 15 milliards qui vont manquer si on revient à 62 ans, moi, ça ne me posera pas de problème. La difficulté, c'est où est-ce que vous les trouvez? Le financement. Si c'est encore de la dette pour nos enfants ou nos petits-enfants, je ne peux pas cautionner cela.
La question, on va la poser à Philippe Aghion. Est-ce que c'est possible de financer un maintien à 62 ou à 63 ans? Dans un instant, mais Benjamin Lucas, qui est député écologiste, est avec Marco Pommier, je crois, aux 4 colonnes. Benjamin Lucas, les écologistes ce soir ont décidé de censurer dès jeudi. Pour quelle raison? Oui, vous voulez censurer le gouvernement de François Bayrou dès jeudi. Pourquoi? Vous avez juste entendu un discours, il n'y a pas eu d'acte pour l'instant politique. Les actes, ils sont posés depuis 7 ans. Le discours nous a renseigné sur le fait que François Bayrou, et c'était notre présupposé, ça nous a été confirmé, allait continuer la politique d'Emmanuel Macron. Or, cette politique, elle a été rejetée par les Français dans les urnes. Ils veulent une cohabitation. Et donc, naturellement, nous serons fidèles à ce pourquoi nous nous sommes présentés devant les électeurs. Nous considérons que la politique macroniste, en matière économique, en matière sociale, en matière environnementale, est une politique mauvaise pour le pays, mauvaise pour l'intérêt général, mauvaise pour répondre aux urgences des Françaises et des Français. Et donc, nous la censurons pour épargner au pays cette mauvaise politique. Qu'avez-vous pensé aujourd'hui du discours du Premier ministre, à la fois sur la forme et sur le fond dans l'hémicycle? C'était confus, c'était imprécis, c'était presque insultant pour le Parlement. Enfin, il se perdait dans ses fiches, il trouvait pas les groupes dans l'hémicycle en confondant sa droite et sa gauche. Bon, ça c'est sur la forme, ça faisait pas sérieux. Puis sur le fond, flou égale Bayrou, hein. Rien du tout. Pas d'annonce de rupture avec les 7 ans d'Emmanuel Macron. Or, on nous a présenté au moment de sa nomination l'idée que c'était un homme libre, qu'il allait pouvoir construire des compromis. Quel compromis a-t-il construit? Aucun. Vous avez entendu les socialistes, effectivement, qui ont essayé de négocier un accord de non-censure avec le gouvernement. Ce soir, ça semble plus compliqué que prévu. Est-ce que vous regrettez qu'un partenaire du NFP puisse comme ça aller négocier avec le gouvernement? Non, mais moi, j'ai pas d'ingérence à faire dans les affaires des autres. Moi, je peux exposer ma position, et ma position, elle est que il y a la question des retraites. Évidemment, elle est importante, et là, le compte n'y est absolument pas. Il y a les questions économiques et sociales, elles sont importantes, le compte n'y est pas. Il y a l'environnement complètement absent du discours du Premier ministre, 2 minutes et 3 banalités. Et puis, il y a quand même des sujets comme M. Retailleau au gouvernement qui mène la politique de Mme Le Pen. Ça, c'est pas possible. Merci beaucoup, Benjamin Lucas. Merci à vous, Marco Pommier. Et j'accueille Éléonore Carrois, députée Ensemble pour la République, le parti macroniste des Français établis en Amérique latine. Pour clore sur les retraites, même si ça va continuer à nous occuper forcément, l'économiste que vous êtes, Philippe Aghion, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que c'est possible de financer une nouvelle réforme des retraites, peut-être revenir à 62 ou à 63 ans? Il y a 15 milliards d'euros par an à trouver. Oui, enfin, moi, à nouveau, je pense à long terme, il va falloir qu'on travaille davantage collectivement et qu'on ait davantage de croissance. Je crois voilà, ça, c'est évident. Il faudra trouver différentes façons d'y arriver. Mais il faut le faire de manière juste. Il ne faut pas que ce soit les gens qui commencent à travailler tôt à espérance de vie plus faible qui financent des gens qui commencent plus tard à espérance de vie plus élevée. Donc, toute la question, c'est la justice de la réforme. Moi, ce que j'aurais proposé personnellement, j'étais pour un 63 ans et revoyure en 2027. J'en avais parlé à l'époque avec Xavier Bertrand, et vous vous souvenez que Marlex avait repris cette idée. Et c'était au moment du débat des retraites. Moi, j'ai dit, pourquoi on ne s'arrête pas 63 et revoyure? Et il y avait des gens dans le parti présidentiel qui étaient favorables. Je peux même vous dire qu'il y avait des gens à l'Élysée qui étaient favorables à ça. Je rappelle que vous ne vous en cachez pas, vous avez collaboré au programme économique d'Emmanuel Macron en 2017. Et je pense que Laurent Berger était prêt là-dessus. Je pense que c'était intelligent. Je pense qu'il aurait dû dire aujourd'hui, je bloque à 63 ans et je laisserai le débat présidentiel. Parce que, de toute façon, il faudra une nouvelle réforme des retraites de toute façon. Il y a la réforme à points, il y a la question, est-ce qu'on met un peu de capitalisation ou pas? Il y a le rapport Blanchard-Tirole. Il y a des choses très profondes qu'on peut regarder. Il en faudra une nouvelle. Eh bien, on aurait pu dire 63 et revoyure. Un économiste du Collège de France vous dit qu'en fait, on peut y arriver. Alors, pour terminer sur ce chapitre retraite, et puis on va avancer parce qu'il n'a pas parlé que de ça, bien sûr, je vais voir Stéphanie Despierres. Toute la journée, Stéphanie, vous avez essayé de comprendre quelle était la position des socialistes, le nouveau pivot central arbitre de la censure ou de la non-censure. Il y a eu pas mal de réunions stratégiques. Où en est-on ce soir? Est-ce qu'on connaît la position commune dès ce jeudi? Censureront-ils ou pas les socialistes, le gouvernement Bayrou? Alors écoutez, Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste, a donné 48 heures au gouvernement de François Bayrou. Il s'exprimait sur le plateau du 20h de TF1 alors que le Premier ministre n'avait pas tout à fait terminé de répondre aux questions des députés. Écoutez Olivier Faure. Eh bien, à ce stade, je vous dis que nous censurerons, sauf si nous avons une réponse claire. Et si nous avons la possibilité de dire que, oui, le débat est un débat sincère, un débat qui permettra
tout simplement à la démocratie de fonctionner. Démocratie sociale dans un premier temps, démocratie parlementaire dans un deuxième temps. À cette condition-là, alors quelque chose aura vraiment changé dans le pays. Et il y aura un nouveau climat. Et si François Bayrou veut vraiment être l'homme qui ouvre une nouvelle période politique, s'il veut sortir de la crise politique dans laquelle nous sommes entrés, eh bien, il doit faire le choix de la démocratie. C'est simple, ça n'est pas compliqué à comprendre, et je pense que tous les Français qui nous écoutent l'entendent parfaitement. Alors en fait, je vais essayer de vous expliquer un peu plus clairement ce que demandent les socialistes. Ce matin, ils estimaient qu'ils avaient obtenu un petit bouger, à défaut d'une suspension, puisqu'ils avaient obtenu la réouverture des négociations avec les partenaires sociaux. Mais patatras, cet après-midi, François Bayrou annonce que si cette négociation échoue, eh bien, ce sera le retour à la réforme Borne telle qu'elle a été votée en 2023. Là, les socialistes se sont étranglés. Donc ce que demande Olivier Faure ce soir, c'est que si les négociations entre partenaires sociaux échouent, eh bien, ce soit le Parlement qui décide que la question de la réforme des retraites et de son avenir revienne devant le Parlement. Il a donc donné 48 heures à François Bayrou pour éclaircir les choses. Il y a d'intenses débats au sein du Parti socialiste pour savoir s'ils censurent ou pas. Ils ont eu lieu toute la journée et ils continuent. Il y a les partisans de ceux qui ne veulent pas censurer en disant que le plus important c'est la stabilité du pays, que si on ne négocie pas avec le gouvernement, c'est qu'on redonne la main au Rassemblement national. Et puis il y a les autres qui veulent marquer leurs différences et qui estiment peut-être que pour l'instant ce qu'ils ont obtenu sur les retraites ce n'est pas suffisant. Et puis les socialistes regardent aussi ce qu'ils ont obtenu ailleurs. Ils avaient des demandes d'impôts complémentaires, ils voulaient moins de suppression de postes dans l'éducation nationale par exemple. François Bayrou a répondu en partie à leurs questions, mais il y a encore un peu de flou. D'un mot pour terminer, Stéphanie Despierres, tout ça c'est sans compter en plus la grosse pression de Jean-Luc Mélenchon sur les socialistes. Grosse pression à coups de tweets de Jean-Luc Mélenchon depuis plusieurs jours et encore cet après-midi. Tous ceux qui voteront la censure, qui ne voteront pas la censure, sortiront du nouveau Front populaire et on mettra des options dans leur circonscription. En clair, il promet aux socialistes qui ne votent pas la censure de leur mettre des candidats aux législatives en cas d'élection anticipée. Et puis Manuel Bompard, son lieutenant, insistait, ceux qui ne votent pas la censure soutiennent la politique d'Emmanuel Macron. Et vous l'avez entendu, le PS, s'il ne censure pas, sera un peu seul, puisque les écologistes et la majorité des communistes voteront la censure jeudi. Motion, je vous le rappelle, déposée par les Insoumis. Merci Stéphanie, c'était parfaitement clair sur la question des retraites et d'un accord possible ou non avec les socialistes sur le sujet. On va passer au budget. Éléonore Carlois, tout à l'heure, Marie-Christine Dalloz disait au fond ce discours, il n'est pas cohérent. On ne voit pas les économies. Alors que le Premier ministre commence sur la dette, c'est un peu son cheval de bataille depuis toujours. C'est vrai que 50 milliards d'économies sont nécessaires pour parvenir aux 5,4% de déficit public. C'est le chiffre, l'objectif budgétaire du gouvernement Bayrou. Elles sont où, franchement? Elles sont où, les baisses de dépenses, concrètement? Absolument, je pense que... Non, mais moi, j'aimerais bien vous répondre très concrètement. Mais il y a un objectif, un cap, et il y a un débat parlementaire qu'il est en train d'ouvrir. Moi, j'ai, comme je pense chacune et chacun d'entre vous, entendu des grandes orientations, des lignes, un cadre. Donc vous êtes un peu sur votre fin aussi. Mais aussi, je suis aussi en attente de réponses claires. Et ces réponses-là, le gouvernement nous fera des propositions et le Parlement tranchera. Mais excusez-moi, moi, ce soir, mon sentiment, vous ne me le demandez pas, mais j'arrive un peu dans un plateau entamé. On est quand même sur le tweet de Jean-Luc Mélenchon dans la politique du chantage et du marchandage. Et ça, moi, je trouve que c'est déplorable. Je trouve que c'est déplorable parce que quelle que soit votre position, quelle que soit la position de votre groupe, aujourd'hui, s'il y a une chose sur laquelle nous devons nous mettre d'accord, c'est sur la nécessité d'un peu de stabilité, une parenthèse, je ne dis pas pour toujours, donc vous espérez mais l'adoption d'un budget. Et là, je trouve que c'est vraiment des politiques qui ne sont pas à la hauteur. Je rappelle pour nos téléspectateurs, le RN ne censurera pas, a priori, ça, il n'y a pas de doute, hein, pas de changement de pied, vous ne changez pas. Vous savez, nous avons toujours été clairs. Voilà, donc à la fin des fins, si les socialistes, pour nos téléspectateurs, c'est pas toujours facile à comprendre, décider de censurer ces 66 socialistes, eh bien ça ne ferait pas tomber le gouvernement. Grâce au RN, on en est là. 192. Marie-Christine Dalloz. Le nouveau Front populaire, quand on additionne l'ensemble des formations, c'est 192. Donc effectivement, ça ne correspond pas à la notion de majorité absolue par rapport à la sur motion. Le budget. Mais moi, quand j'entends ce débat-là, les tweets de Jean-Luc Mélenchon, les propos de M. Faure sur un journal télévisé à TF1, je trouve quand même qu'il y a une forme d'indécence dans ce marchandage aujourd'hui.
Qu'est-ce que les Français attendent aujourd'hui? Ils attendent de la responsabilité de tous les élus, quels qu'ils soient. Qu'on soit de gauche, de droite, de nouveau Front Populaire, pas du nouveau Front Populaire, du socle commun, pas du socle commun. Qu'est-ce qui importe aujourd'hui? C'est, dans cette crise démocratique majeure que la France n'avait pas connue depuis des décennies, c'est de la responsabilité. Et c'est la raison pour laquelle, et j'ai apprécié, Laurent Wauquiez a annoncé que nous ne voterons pas de motion de censure parce que nous voulons être des élus responsables. Que le débat démocratique existe, c'est une évidence. L'Assemblée nationale, c'est le lieu du débat. Quels que soient les arbitrages budgétaires et sur les retraites. Il y aura du débat. Et vous ne voterez pas la censure. Texte par texte, mais pas la motion de censure. C'est très clair. On a parlé du budget. Personne ne sait très bien où sont les économies, même s'il y a eu à nouveau des gestes en direction de la gauche. On peut les revoir, notamment sur le budget de la sécurité sociale, l'ONDAM, c'est-à-dire l'objectif national de déficit de l'assurance maladie va être augmenté. L'assurance maladie. Fini le remboursement des médicaments, fini aussi la baisse des remboursements des consultations médicales. Tout ça, ça va dans le bon sens. Vous le réclamiez aussi au RN. Ça ne suffit pas, toujours pas, mais c'est bien. Oui, ce sont des avancées, mais ça suffit effectivement pas à déterminer une position de censure ou de non-censure jeudi. Et vous ne voyez pas où sont les baisses de dépenses. L'immigration, à présent. Pas de loi nouvelle, c'est ce qu'on a pu comprendre, mais une ouverture sur la réforme du droit du sol à Mayotte. Écoutez comment le Premier ministre a abordé le sujet. Cette immigration qui se développe aujourd'hui sous toutes les latitudes de la planète est d'abord une question de proportion. L'installation d'une famille étrangère dans un village pyrénéen ou cévenol, c'est un mouvement de générosité qui est suscité et qui se déploie. Des enfants fêtés et entourés à l'école, des parents qui reçoivent tous les signes de l'entraide. Mais que 30 familles s'installent et le village se sent menacé et des vagues de rejet se déploient. Éléonore Carrois, cette manière de présenter la question migratoire en disant, au fond, c'est une question de proportion et de bon sens, avec cet exemple de famille Cévenol, est-ce que vous vous y retrouvez? Moi, je pense que les Français souhaitent maîtriser leurs frontières et qu'il ne doit pas y avoir de tabou sur ce sujet. C'est une question de souveraineté nationale, c'est pas une question d'exclusion des autres, de renfermement sur soi, c'est juste une question de souveraineté. Et vous avez compris comme nous qu'il n'y aura pas de grande loi immigration. Et écoutez, par rapport à ce qui s'était passé il y a 6 mois, je pense que c'est important que les grandes orientations soient données par le Premier ministre et pas par ses ministres lors d'une déclaration de politique générale et pas sur des plateaux télévisés. Donc moi j'entends comme vous qu'il annonce qu'il n'y aura pas de grande loi immigration et j'espère que le débat se fera à l'Assemblée et avec le gouvernement et pas de manière... Mickaël Taverne, sur l'immigration, il laisse à l'initiative parlementaire le soin de proposer des choses, à charge à vous de trouver des majorités dans l'hémicycle. En revanche, pas de tabou, ouverture sur la réforme du droit du sol à Mayotte. Là, bien sûr, c'est ce que Marine Le Pen d'ailleurs réclame depuis maintenant un certain nombre d'années. Il faut écouter les Mahorais. Je pense qu'aujourd'hui, il faut arrêter de se mettre une auréole sur la tête et puis se bander les yeux. Effectivement, il y a un problème d'immigration en France. Et ce n'est pas un sujet tabou. Excusez-moi, 95% des pays du monde contrôlent leurs frontières. Et on voit qu'il y a des pays, notamment à gauche, regardez le Danemark, qui a une politique drastique, le Royaume-Uni maintenant, avec le Parti travailliste, plutôt sensibilité de gauche, qui rétablit les visas à partir du mois d'avril. Donc aujourd'hui, effectivement, il faut ouvrir le débat sur l'immigration. C'est la raison pour laquelle, si les Français nous font confiance, Marine Le Pen organisera un référendum avec une loi constitutionnelle pour redonner, en tout cas, oui, mais excusez-moi. Ça, c'est pour 2027. Bien sûr, pour 2027. Si elle est élue mais en tout cas, aujourd'hui, effectivement, je remarque quand même que Bruno Retailleau voulait une loi sur l'immigration, il est en train de faire marche arrière. Vous avez vu ça aussi? Il mange son chapeau, le ministre de l'Intérieur. Alors, sur Mayotte, moi je voudrais revenir sur Mayotte. Oui, la droite va déposer une proposition de loi. Je pense que c'est une nécessité aujourd'hui de travailler sur le droit du sol. Enfin, la première maternité de France étant à Mayotte, ça nous dit quelque chose. Il y a un sujet, je crois que les conditions telles que les a posées le Premier ministre correspondent à une attente aujourd'hui. Il faut limiter cette immigration illégale à Mayotte, avec le droit du sol et les enfants naissant à Mayotte.
Sur le reste, en matière de la question de proportion, je pense que ce choix de l'expression n'est pas anodine. C'est vrai que ce sentiment d'une trop grande immigration ou d'une immigration non maîtrisée a généré chez une partie de nos concitoyens et de nos compatriotes une certaine inquiétude, une certaine, une inquiétude, voire plus, et ce sentiment d'insécurité aujourd'hui. Donc il faut le traiter par la notion de proportion, ce que dit le Premier ministre, en étant au plus juste possible. Et il a parlé d'intégration aussi. L'intégration et l'emploi notamment, et la notion d'emploi. Et les socialistes, comment ils voient cette rhétorique sur la question de l'immigration de François Bayrou? Est-ce qu'une réforme du droit du sol à Mayotte, pour vous, est synonyme de censure à nouveau? C'est la question qu'on pose, puisqu'on a entendu dire qu'effectivement c'était une ligne rouge, à gauche en tout cas. Oui. Bon, disons que je n'ai pas forcément tout bien compris dans ce qu'a dit François Bayrou cet après-midi. Ça mériterait d'être relu. Ce que j'ai entendu, c'est qu'il n'y avait pas la volonté, c'est déjà pas mal, d'être dans la gesticulation symbolique, la grande loi sur l'immigration, etc. Après, ce qu'il a dit, au-delà du discours sur les proportions, quand il est rentré dans le détail, j'avoue que je n'ai pas forcément bien compris et bien analysé. C'est vrai qu'on était plutôt focalisé là sur les questions de retraite et de budget, chaque chose en son temps. Mais si vous permettez, je voudrais quand même revenir d'un mot sur ce qu'a dit Mme Dalloz tout à l'heure, lorsqu'elle a qualifié l'attitude du premier secrétaire du PS d'indécente parce qu'il met en avant des revendications ou des demandes comme prix de la non-censure. Ce n'est pas de l'indécence, c'est juste la démocratie. Intégrer le fait quand même que, même si vous n'êtes pas d'accord, que Emmanuel Macron, après avoir plutôt perdu les élections européennes, a provoqué une dissolution de l'Assemblée nationale dont il n'est pas sorti clairement vainqueur. Bon. Dans ces conditions-là, le fait d'avoir 2 premiers ministres successifs qui correspondent à son confort personnel, c'est-à-dire qui sont là pour, en gros, ne pas trop remettre en question son bilan, c'est déjà un acte de responsabilité assez important des socialistes, des écologistes, d'accepter d'aller discuter. Donc, admettez ou consentez quand même que si on discute, on va discuter sur nos orientations, pas sur les vôtres. Je voudrais qu'on termine par la proportionnelle. Il est très clairement ouvert et je sais qu'autour de cette table, il y a beaucoup de groupes parlementaires qui sont favorables. Écoutez François Bayrou. Il faut que chacun puisse trouver sa place au sein de la représentation nationale, à proportion des votes qu'il a reçus. C'est la seule règle qui permette à chacun d'être lui-même authentiquement, sans être prisonnier d'alliances insincères. Je propose que nous avancions sur la réforme du mode de scrutin législatif. Alors ça, c'est une concession au RN qui réclame la proportionnelle depuis longtemps. Oui, bien sûr, ça faisait partie d'une de nos priorités, avec le pouvoir d'achat, la sécurité et l'immigration, et également la proportionnelle. Et d'ailleurs, le Premier ministre a dit quelque chose de très juste, les alliances insincères. Vous savez, avec les magouilles et les tambouilles, les alliances contre nature, avec les macronistes qui se désistent pour faire élire la France insoumise. D'ailleurs, M. Wauquiez a été élu grâce au retrait de la candidate du NFP. Donc effectivement, aujourd'hui, je pense que pour sortir de cette instabilité, il faut un scrutin en tout cas proportionnel, mais je précise, lequel, si avec une prime législatif qui vient. Vous voulez conclure? On va pas refaire un tour de table. Je connais la position de la droite qui n'est pas très favorable. Farouchement opposé parce que un élu, il doit avoir un ancrage territorial. Et le problème du scrutin proportionnel, c'est une liste. Donc il faut jouer des coudes pour être sur la liste, mais après, vous n'avez plus d'ancrage territorial. Alors, on ne va pas ouvrir le débat sur la proportionnelle. Il a aussi dit qu'il fallait revenir sur le cumul des mandats, ce qui est doux à vos oreilles. Au fond, Bayrou, l'équilibriste ce soir, pour conclure. En tout cas, beaucoup de propositions, un cadre ouvert et du dialogue. Maintenant, dialoguons. Maintenant, dialoguons. Écoutez... Ça fait un moment que vous dialoguez, espérons surtout que vous parvenez à nous sortir de l'instabilité et de la crise politique. Merci, on va s'arrêter là. Je vous garde avec moi, Philippe Bagnon, parce qu'on va essayer de s'arrêter à présent sur le style Bayrou. Y a-t-il un style qui s'est exprimé pendant 1h30 tout à l'heure dans l'hémicycle? En tous les cas, c'était son moment, des références, une certaine décontraction et un certain sens politique, décryptage, sous la plume de Maïté Frémont, avant d'accueillir nos nouveaux invités. La parole est à Monsieur le Premier ministre. François Bayrou s'est voulu décontracter. Le Premier ministre décide d'ailleurs d'attaquer son discours par une note d'humour. 84% des Français jugent, paraît-il, que le gouvernement ne passera pas l'année. Et il m'arrive même de me demander
où les 16% restants trouvent la source de leur optimisme. Devant l'exercice périlleux, dans une ambiance pourtant électrique, Je voudrais vous conseiller qu'il est inutile de créer parce que les micros sont coupés et qu'on ne vous entend pas. François Bayrou semble détendu, et ce, même quand il s'en mêle les pinceaux. Il y a eu un peu de mélange dans mes pages. C'est parce que je suis un néophyte. Et donc je suis bien obligé d'apprendre ce métier. Pourtant, pendant 1h25, la diction est calme, le ton posé, tantôt grinçant envers les responsables de la dette française. François Hollande, 10 points d'augmentation de l'endettement. Et depuis 2017, il y en aura pour tout le monde, je vous promets. François Bayrou est surtout à la recherche d'apaisement. Le Béarnais prend soin de défendre les personnalités de son gouvernement. Sa feuille de route sera celle de la réconciliation. Le gouvernement considérera les Français comme des partenaires des décisions à prendre, non comme les sujets d'une monarchie qui n'aurait d'autre choix que d'obéir ou de se révolter. Un discours qui ressemble à un appel au bon sens, où le pronom « je » est presque effacé. L'objectif du centriste, s'afficher en rassembleur. Bonsoir Bertrand Perrier. Bonsoir. Grand plaisir Bonsoir, de vous Myriam. retrouver, avocat spécialiste de l'art oratoire. Bonsoir Mariette Darré-Grand, sémiologue. Et bonsoir Emmanuel Dubarry de Backbone Conseil pour revenir notamment sur les réactions sur les réseaux sociaux, l'empreinte numérique qu'a laissé ce discours de politique générale. Bertrand, il y a un style Bayrou, comment vous l'avez trouvé ? Ah oui, il y a incontestablement un style. C'est pas du tout le style Barnier, c'est pas du tout le style Attal. Il y a quelque chose de très personnel, parfois même un peu maladroit, mais sincère. Et notamment, c'est un discours qui est très improvisé. Il y a une version écrite qui a été distribuée à la presse, et on s'aperçoit, quand on écoute François Bayrou, qu'il sort beaucoup pour invectiver, pour répondre, pour désigner. Donc il y a une certaine aisance. C'est un orateur, évidemment, qui a fait un effort, parce que il est bègue, chacun le sait, et on a vraiment mauvaise grâce de qualifier son discours de très lent, parce que, évidemment, Elisabeth Borne, de son côté, le dit en 1 minute, en 1h04, alors que lui le dit en 1h26. Mais d'abord, Elisabeth Borne ne l'habite pas parce qu'elle n'a pas besoin de le faire, et lui, évidemment, comme il a cette difficulté de prononciation, il contourne. Vous dites aisance, une forme de décontraction. Il y a de l'éloquence ou pas chez Bayrou ? On ne peut pas dire ça, c'est pas un tribun d'estrade. C'est évidemment quelqu'un pour lequel l'oralité n'est pas un exercice de style. On voit bien, il est maladroit dans ses feuilles, il l'assume d'ailleurs, mais pour autant, il y a une forme de fraîcheur un peu désarmante, de maladresse désarmante, et on se dit, voilà quelqu'un qui assume son Béarn, qui assume ses racines, qui assume de ne pas faire de belles phrases, qui assume de ne pas avoir de jolies formules, de citations. Et pourtant, c'est un homme de lettres. Mais c'est un homme de la simplicité de la parole. Mariette Darré-Grand, votre regard sur ce discours, sur la gestuelle, sur les mots, il y a pas mal de jeux, mais il y a aussi du nous. Et puis, il y a, c'est vrai, parfois des maladresses presque assumées et en même temps un certain plaisir d'être là. Ah oui, un grand plaisir. Je pense que c'est ce qui s'est vu. Il y avait beaucoup de subjectivité, c'était vraiment lui, c'était son moment. Alors j'ai pensé à un concept qui est dans le monde antique qu'il connaît très très bien. C'est quand le tribun monte et se met dans ce qu'ils appelaient, les Grecs et surtout les Romains, la galerie des hommes illustres. C'est-à-dire illustres au sens propre, ceux qui vont dans la lumière. D'ailleurs, il a repris la métaphore à la fin pour son gouvernement. C'est-à-dire qu'il vient se mettre dans une lignée. Et là, j'ai trouvé ça extraordinaire. C'est-à-dire qu'il a choisi sa galerie. C'est-à-dire de Mitterrand à Macron, en passant par Sarkozy et Hollande, c'est les fautifs de la dette. Ça fait 40 ans qu'il les suit. Et il s'est mis dans une autre lignée, qui est celle de Mendès. Il a fini avec Mendès, Rocard. Et celui qu'il n'a pas nommé, mais qui, à mon avis, il a complètement incarné, y compris dans sa gestuelle, justement, non dirigé par les éléments de langage ou la rhétorique contemporaine, Chaban. Et quand il a parlé de la promesse française, en fait, c'était la nouvelle société de Chaban 69, je crois, et c'est-à-dire qu'il s'est mis dans cette lignée de manière, je trouve, très personnelle, tout à fait peut-être vintage. Ça se fait plus, mais du coup, il nous a fait un discours écrit, peut-être avec de l'impro, mais quand même très écrit, parce qu'il a eu le temps depuis le temps de... Il a écrit, il a conceptualisé, et donc il nous a parlé comme un prof de philo, comme un prof de lettres, de manière assez pédagogique.
de ce qu'il entend par démocratie, par laïcité, par les mots qu'il faudrait pour. C'est vrai que parfois on avait presque l'impression d'avoir un candidat à la présidentielle, plus qu'un Premier ministre précis, concret. Il a parlé de la situation internationale, de la démocratie. Les internautes, alors, qu'est-ce qu'ils ont retenu? Les retraites. C'est le passage sur les retraites. Alors tout d'abord, sur les internautes, le discours politique général, ce n'est pas quelque chose que les Français regardent à la télé, parce que personne ne peut passer 1h30 de son mardi après-midi devant la télé au travail. Donc c'est avant tout les politiques qui commentent, et la majeure partie des réactions viennent des politiques qui sont tous, bien sûr, pas d'accord, très énervés, fâchés. Il y a beaucoup de commentaires sur le style, et je rejoins un peu Bertrand là-dessus, sur le côté lénifiant, etc. Bon, c'est pas tellement le propos. En revanche, sur les retraites, ça fait beaucoup réagir, notamment parce que c'était des lignes rouges de plusieurs partis politiques, mais aussi parce qu'il a pris le sujet de manière assez baroque, en citant des chiffres qui ne sont pas ceux qu'on a l'habitude d'entendre, notamment sur les 50% de la dette qui viendrait du déficit, qui viendrait du système des retraites. Ça électrise Twitter, parce que sur Twitter, notamment sur X, pardon, le sujet des retraites est un sujet inflammable en ce moment, avec des communautés très structurées qui prêchent dans le désert depuis des années sur le sujet et qui voient enfin leur heure arriver, et notamment avec ces chiffres cités par Bayrou. Donc là-dessus, c'est quand même un sujet qui a marqué. Et par ailleurs, pendant le discours, c'était un des moments où il était le meilleur, quand il a commencé à embrayer sur les retraites, avec une méthode différente, etc. Ça s'est beaucoup vu. Et après, ce qu'on voit sur les réseaux, c'est aussi le manque de précision. Il parle d'économie, mais il n'y a rien de concret. Il parle de sécurité, il n'y a pas grand-chose de concret non plus. Oui, on l'a bien dit ce soir. Bertrand? Oui, il y avait quelque chose quand même de très étonnant, c'est le démarrage, ce qu'on appelle l'exorde en rhétorique. On attend de la gravité, on attend de l'enjeu. Il fait une blague. Il est sur l'autodérision en disant « je ne sais même pas qui sont les 16% qui croient que je vais passer l'année ». C'est vraiment un ovni oratoire, ce discours, avec quelqu'un qui est effectivement dans une sorte de côté laborieux, mais aussi sincère et touchant, en disant finalement, allez, on est là pour tout se dire, et donc on va tout se dire. Ce qui était intéressant aussi, c'est les auteurs. On attendait beaucoup les auteurs de l'agrégé de lettres. On les a eus. Évidemment, on a eu Péguy, on a eu plutôt des auteurs de droite. On a eu Péguy, on a eu Marc Sangnier, député alors, rappelez-nous. De la 4ème République, le catholicisme, et puis on a eu Simone Veil, la grande philosophe, on a eu Jean de La Fontaine, on a eu une fable de La Fontaine en direct, on avait l'impression d'être dans une classe une salle de classe sépia des années 60 avec un instituteur qui fait réciter. On a eu les poireaux aussi. On a eu les poireaux, et puis sur les enfants, on a eu Paris et le désert français. Ça, c'est passionnant. Paris et le désert français, c'est le seul livre qu'il a cité, qui est un livre de 1947 de la Libération, qui est la Bible de la décentralisation. Et on voit bien qu'il y a là quand même une réflexion forte sur le local dans ce discours de François Bayrou. Philippe Aghion, votre regard, vous venez de signer un rapport important sur l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il est adapté à son temps, ce nouveau Premier ministre ? Il est adapté à la circonstance actuelle, c'est-à-dire qu'il faut surtout éviter une nouvelle censure. Voilà. Je pense que l'enjeu, l'IA, l'innovation, mettre un terme au déclin de l'Europe par rapport aux États-Unis, c'est des enjeux de moyen et long terme. Et le tout, c'est que le bateau ne chavire pas entre maintenant et 2027, quand on sera proposé une stratégie de long terme, voilà, à nouveau pour atteindre ce but. Donc je pense, si vous voulez, que voilà, il a essayé à sa façon, pour après discuter est-ce que c'était la bonne, de faire en sorte que le bateau ne chavire pas à nouveau et de s'assurer qu'il n'y aura pas une nouvelle censure, parce que le coût d'une nouvelle censure serait énorme. Voilà. Donc il faut stabiliser le bateau pour préserver les chances pour le moyen et long terme. Moi, je dirais que c'est plutôt ça l'exercice auquel il s'est livré. On ne peut pas attendre de Bayrou que lui dise voilà comment je vais mettre en œuvre le rapport Draghi, par exemple. C'est pas du tout le sujet, quoi. C'est pas lui qui va mettre en œuvre le rapport Draghi. Rapport Draghi que vous connaissez bien parce que vous avez fait venir Mario Draghi. Mais c'est déjà que le bateau tienne pour pouvoir se poser cette question demain. Voilà. Alors. Comment les Français peuvent le percevoir? Parce qu'ils le connaissent. Il essaye de réactiver aussi, François Bayrou, ce rapport aux Français, le centrisme, le tracteur, la question de la dette, celui qui voulait dépasser les clivages. Est-ce qu'on retrouve tout ça dans ce discours? Et au fond, est-ce qu'il y a un lien différent qu'il peut tisser? Moi, je crois qu'il a pris en considération beaucoup ses récepteurs, comment dire, sémiologistes. C'est-à-dire qu'il a même dit que les Français sont des partenaires
doivent être des citoyens, pas les sujets de la monarchie, il a bien précisé, mais des partenaires de conversation, et on va partager l'information. Je pense que ça, si les gens avaient pu entendre, parce que ça va être médiatisé maintenant pour eux par les commentateurs, je pense que c'est quelque chose d'intéressant pour aujourd'hui, et qui, je suis d'accord avec Bertrand, c'est pas un bon rhéteur. Et par contre, c'est un bon penseur de la démocratie. Et il a dit 2 choses fondamentales qui sont passées comme ça sous silence, mais qui sont lettrées, donc je vais les dire, parce que ça nourrit sa figure de prof. Mais pas au sens, il nous a fait attention, etc., les petits trucs de prof. Mais il a dit 2 choses fondamentales. Il a donné sa définition de la démocratie par Marc Sanguier, qui est quand même, la formule, c'est le moment où l'organisation sociale donne son plus haut niveau de conscience et de responsabilité aux citoyens. C'est pas rien. Et il n'a pas fait ce que font le tic des politiques aujourd'hui, c'est de dire démocratie, c'est le pouvoir du peuple, démos kratos, hop. Et c'est d'ailleurs le populisme, hein. Il y a des gens qui disent ça. Non, il a gardé l'étymologie pour la laïcité. C'est la première fois que j'entends ça en politique. Je pense que c'est fondamental. Oui. Laïcité vient du mot peuple. Il l'a rappelé. Il a dit c'est le laos. Désir de faire peuple. Voilà. Pourquoi ? Parce que laïcité, ça n'est pas un concept de la religion, c'est un concept de la gouvernance. Et le laos, c'est une des façons de dire peuple. Il y a l'ethnos, le laos, le démos. Et c'est la première fois que j'entends un politique qui réfère à cela. Et c'est très fondamental pour nous aujourd'hui parce que la laïcité, il faut la sortir de la lutte religieuse. Il faut la mettre dans les modes de gouvernance. Si nous voulons avoir une société laïque, inclusive, il faut commencer par penser, justement avec la démocratie, que c'est le partage de quelque chose. Je pense qu'il avait ça en tête, mais c'est trop compliqué à dire un après-midi à la télé. Mais là, les médias ont un rôle fondamental de vulgariser cette pensée, si elle doit l'être. Oui, démocratie versus théocratie. Emmanuel Dubarry, vous nous avez préparé un nuage de mots. C'est-à-dire qu'on fait quoi? On fait tourner un certain nombre de données à partir du discours. Qu'est-ce qui revient le plus? On analyse tous les messages qui sont publiés sur tous les réseaux sociaux, donc c'est pas que X ou Facebook, c'est tous les réseaux sociaux, tous les blogs, etc. Et on voit un peu ce qui prend et ce qui prend pas. Très clairement, motion de censure, ce sont les députés de gauche et du NFP qui font monter la pression. Et d'ailleurs, la pression va beaucoup monter sur les socialistes, sur les réseaux sociaux dans les jours qui viennent. On a déjà vu des députés NFP menacer des députés socialistes d'investir des candidats face à eux s'ils soutenaient Bayrou, ils ne votaient pas la censure. Et après, on a des petits... ça permet de voir aussi les communautés. Le sujet de Mayotte et des retraites remonte, on les voit apparaître en très gros. Réforme des retraites apparaît au cœur du cercle. Et Mayotte aussi, parce que c'était un moment assez intense pendant ce discours de politique générale, notamment face aux invectives du NFP. Donc ça, c'était très intéressant. Et après, on voit des sujets satellites qui n'ont pas été mentionnés et qui sont le résultat de communautés extrêmement mobilisées. Typiquement, je prends le sujet des ZFE qu'on voit juste en dessous du mot Bayrou, en bas à gauche. Ça, c'est tous les gens qui espéraient qu'il annonce qu'il y aurait un recul de l'État et que l'État supprimerait ses ZFE. Oui, donc des communautés qui, avec des hashtags, essayent de relayer leurs attentes. Absolument. Ouais. Dernier mot, pour conclure. Ce qui m'a intéressé ici, c'est le plan du discours de François Bayrou, un plan en 3 parties, un peu universitaire, mais avec 3 têtes de chapitre qui étaient ressaisir, réconcilier, refonder. Une scansion du « re ». Et ça, c'est très macroniste. Le c'est-à-dire le retour en arrière, le réarmement démographique, la renaissance. Et ça, pour le coup, c'est un vocabulaire qui est marqué à droite. Parce que c'est l'idée que c'est retrouver une renaissance. Est-ce que c'est réactionnaire? Eh bien, ça peut l'être, justement. Il y a d'ailleurs un parti de droite qui s'appelle Reconquête. Et donc, ce côté l'idée d'une idéalisation du passé. Il faut retrouver quelque chose que l'on aurait perdu. Et ce n'est pas anodin que les 3 titres de ce discours sont se ressaisir, se réconcilier, se refonder. Merci beaucoup. Il nous reste une poignée de secondes. Vous voulez rajouter quelque chose? Mais je pense que je suis tout à fait d'accord avec Bertrand. La question, c'est de savoir quel effet ça produit sur les gens. Est-ce que c'est ressenti comme quelque chose qui fait retourner en arrière? Parce que le il a 2 fonctions. On retourne en arrière ou on réactive. Et à ce moment-là, ça pourrait être une sorte de temps vintage où la tradition et la modernité voilà. Et là, je pense qu'il y a un public pour ça aujourd'hui, pas forcément chez les vieux. Pas forcément chez les vieux. Eh bien, on va voir ça. On va essayer de voir ça grâce aux réseaux sociaux pour voir si cette image, elle arrive à imprégner dans toutes les générations. Merci, c'était passionnant de vous écouter. Et merci infiniment à vous, Philippe Aghion, de nous avoir accompagnés pour essayer de comprendre si, au fond, cette main tendue du nouveau Premier ministre va être saisie ou non. Et on a bien compris que sur les retraites, les enjeux économiques étaient fondamentaux. On s'arrête là. Très belle soirée sur LCP. À demain, même lieu, même heure.
suite.